bon midi. Je vous laisse quelques secondes pour vous connecter à ce webinaire. Donc, bienvenue. Avant toute chose, j'aimerais vous dire que cet événement aujourd'hui est virtuel, mais la plupart d'entre nous se trouvent tout de même à Tiohtià:ke, que l'on appelle communément Montréal, donc un territoire qui a longuement servi de lieu de rencontre et d'échange pour les peuples autochtones. Et par la présence, nous tenons à honorer, reconnaître et respecter les nations qui vivent sur ce territoire et les remercier pour leur hospitalité. Aussi, au nom des Dialogues pour le climat et du Climatoscope, ainsi que de tous nos partenaires, je vous remercie d'être avec nous ce midi à ce petit rendez-vous climatique intitulé La responsabilité à l'implantation, le rôle historique de la société civile dans la mise en œuvre de politiques climatiques. Donc, c'est un événement qui se déroule en parallèle de la COP29, comme vous le savez, et dont l'agenda en ce 22 novembre porte sur les négos finales. Donc, nous sommes heureux, encore une fois, cette année, de rassembler des membres de la société civile afin de dialoguer ensemble sur des thématiques qui sont vitales et liées directement au changement climatique. Donc, sur ce, je donne la parole à Annie Chaloux. Bon webinaire! Merci Jennifer. Donc, merci tout le monde d'assister à cette présentation, à cette discussion qu'on va avoir là avec trois experts qui suivent les négociations climatiques ou bien le rôle de la société civile depuis très longtemps en lien avec les politiques climatiques. Donc, je vais vous présenter les panélistes qui vont être ici présents aujourd'hui. Donc, tout d'abord, René Audet, qui est professeur à l'UQAM, Hugo Séguin, qui est spécialiste en fait des négociations climatiques, mais qui travaille donc également comme conseiller principal chez Copticom et qui est également chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Également, Maïsan Mansour, qui est responsable de l'initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques de Logique. Donc, on va avoir ensemble là, une discussion sur l'évolution du rôle de la société civile dans les politiques climatiques, qu'elles soient à l'international, mais également au niveau local. L'idée étant de voir que depuis 30 ans, en fait, le régime climatique mondial s'est construit autour de cette participation de la société civile-là et c'est une particularité très intéressante à regarder, à analyser et à comprendre parce que ça permet aussi de voir comment on en est rendu là où on est rendu, quel rôle ont pu jouer ces sociétés civiles-là dans l'activisme environnemental et climatique que nos sociétés ont eu au fil du temps. Et ça permet aussi de se questionner finalement sur leur impact réel aujourd'hui, les limites aussi que l'on observe, autant dans les politiques que sur l'action individuelle et collective. Et donc, le format, je vais poser donc une question à chacun des panélistes qui vont avoir 5-6 minutes pour répondre à cette question-là. Et ensuite, on va entamer là, une discussion. Donc, on va être très ouvert là, à accueillir toutes les questions que vous aurez, là, vous, public, parce qu'on veut vous entendre également là, sur ces discussions-là. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à René. René, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un bref portrait là, de l'évolution historique des mouvements écologistes et de la participation citoyenne dans les enjeux environnementaux au Québec? Puis, selon vous, là, quels ont été les principaux impacts de cette mobilisation-là sur les institutions québécoises, mais aussi à l'international? Donc, je vous laisse la parole à l'instant. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Merci, merci pour cette question. C'est une large question, on va dire. L'histoire du mouvement écologiste, c'est un sujet sur lequel je passe plusieurs séances de cours, dans le cours que j'enseigne en ce moment au premier cycle à l'UQAM. Mais je dirais que je trouve que c'est assez intéressant de noter qu'au départ, le mouvement écologiste ou environnementaliste québécois suit une tendance, je veux dire au départ, quand il émerge, qui est occidentale en général, hein, qui est un peu, qui se passe à peu près la même chose aux États-Unis, qui se passe à peu près la même chose en Europe, dans les mêmes temporalités. Euh, et c'est un mouvement que certains, en fait, considèrent en fait, qui est en grande partie responsable pour, et ça c'est partout en Occident, pour l'émergence des institutions environnementales. Donc, on peut appeler cette période-là des années 60-70 la période de l'institutionnalisation de l'environnement. C'est là où on a créé les ministères. Il y avait déjà des lois qui ont été regroupées dans les ministères de l'Environnement, par exemple sur l'eau et différentes choses. Mais vraiment, à partir des années 70, l'environnement devient un enjeu beaucoup plus systémique et est intégré dans les institutions. Et ça,
En partie, ça vient de la pression populaire et ça vient des mouvements écologistes naissants dans ces années-là. Ça, je pense que c'est intéressant de le noter. Puis si ça intéresse les gens, je vous invite à aller retourner au texte de Jean-Guy Vaillancourt, là, qui est un sociologue de l'environnement, peut-être premier sociologue de l'environnement au Québec, il y a un texte fameux en 1981 là, sur les enjeux environnementaux puis les acteurs écologistes et le mouvement environnementaliste de l'époque, qui est vraiment fascinant. Puis on voit à ce moment-là, c'est vraiment le nucléaire qui est vraiment au cœur des enjeux. Euh, disons, dans le débat public sur l'environnement, ce qui est un peu surprenant parce qu'aujourd'hui, le nucléaire, même si bien sûr la filière est souvent évoquée, de plus en plus, je dirais, même dans le cadre de l'atténuation au changement climatique, mais à cette époque-là, ce n'était pas dans le même contexte, c'était juste de fournir de l'énergie. Et on prévoyait une quarantaine de centrales le long de la vallée du Saint-Laurent. Alors, il y a eu des mobilisations écologistes importantes contre le nucléaire dans ces années-là. L'énergie a été un enjeu important aussi. Puis, il y avait aussi toutes ces mobilisations plus sur le mode de vie, la promotion du vélo, du transport, des transports alternatifs. Il y avait un mouvement bio qui naissait au Québec. Donc, c'est vraiment une période d'effervescence qui a laissé beaucoup de traces parce que ça a créé les institutions qu'on a encore aujourd'hui, notamment avec la loi sur la protection de l'environnement, ben, le BAP. Et le BAP, ben, c'est devenu une forme d'arène institutionnelle où les groupes écologistes ont pu aller s'exprimer. Sans toutefois abandonner la rue, je dirais. C'est-à-dire que le mouvement écologiste, comme les autres mouvements sociaux, se sont beaucoup mobilisés dans l'arène du conflit social, on va dire. Donc, dans la rue, à travers des différentes formes de pression, de pétition, de désobéissance civile, euh, etc. Donc, ça n'a pas été abandonné, mais n'empêche que l'arrivée du BAP, toutes ces instances de concertation, ça a donné un lieu, un arène différent où structurer le discours environnemental, structurer les débats sur l'environnement de façon un peu différente et aussi qui crée une communication avec l'État qui est quand même importante. Donc, ça, je pense que c'est une phase importante. Je dirais qu'à partir des années 90, ben là, le mouvement écologiste va encore mener plusieurs batailles. Faut se souvenir des porcheries, il faut se souvenir des batailles sur l'eau, sur les barrages, les mines, les hydrocarbures. Surtout là, à partir de, je dirais, plutôt vers 2008, là, l'arrivée des gaz de schiste, de l'industrie des gaz de schiste, les pipelines. On explorait aussi dans le golfe du Saint-Laurent pour éventuellement extraire donc des énergies fossiles. Alors, ça a été des batailles très, très importantes, je dirais même charnières pour expliquer où on en est maintenant dans le mouvement écologiste. Particulièrement les batailles sur les hydrocarbures, je n'hésiterai pas même à dire que c'est à travers ces batailles-là que le concept de transition aujourd'hui, on va dire transition sociale et écologique, peut-être transition juste, bon, différentes variations du terme, mais c'est beaucoup à travers ces batailles-là que la transition est devenue un vrai mouvement social au Québec. Donc, les batailles contre les hydrocarbures ont été remportées. Là, aujourd'hui, on a une loi. Donc, si vous me posez la question des impacts sur les institutions, c'est assez clair dans ce cas-ci. Euh, et, euh, et aussi, on a vu ce mouvement donc se tourner de la lutte, pas totalement se détourner, mais je dirais c'est un mouvement qui s'est construit dans la lutte contre les hydrocarbures et qui aujourd'hui se construit plutôt dans une forme de proposition ou dans une forme de proposition d'une société alternative ou de communauté résiliente, d'initiative de transition, de quartier en transition, toute cette mouvance-là de construire par le bas un peu la société de demain. Je pense que ça émerge beaucoup de la lutte contre les hydrocarbures notamment, mais c'est bien sûr un mouvement qui a toujours été un peu présent dans l'histoire du mouvement écologiste, mais là, on le voit vraiment se structurer et s'organiser au point aussi d'avoir des impacts, en tout cas un dialogue de plus en plus important avec les institutions, notamment les institutions municipales. C'est le cas à Montréal avec l'Alliance Transition en commun, par exemple, où la ville de Montréal siège dans différents comités où on essaie de transformer la ville. Donc, pour l'historique et les liens avec les institutions, je pense que ces commentaires-là, je pense, permettent de un petit peu mieux comprendre cette dynamique-là.
Merci, René. Je vais juste me permettre de lancer une question, pas pour qu'elle soit répondue maintenant, mais que peut-être qu'elle puisse être réfléchie, puis tout à l'heure, elle pourra être développée. Mais ce que tu nous as présenté ici, je trouve ça intéressant, mais ça nous montre que le mouvement dans ces pics les plus importants, c'était vraiment basé sur tous les volets extractivistes hein, de l'économie québécoise. On a parlé du volet énergétique, du pétrole, etc. Et ma question, c'est pour toi, c'est est-ce que tu crois que cette transformation-là qui a été évoquée, enfin, que là, on n'est plus dans la logique extractiviste, ou moins, là, elle est encore présente et prégnante, mais cette transformation-là du mouvement qui a été abordée sur le volet plus de la transition d'un autre modèle de vie, est-ce que, selon toi, ça va continuer à percoler autant ou ça peut poser un défi supplémentaire parce qu'on parle de changer un modèle et non pas de simplement s'opposer à un produit, une ressource, etc. C'est pas une question facile, j'ai pas la réponse moi-même, fait que j'aimerais vraiment entendre ta perspective tout à l'heure par rapport à tout ça. Donc, je vais me tourner maintenant vers Hugo. Hugo Séguin, donc, permettez-moi de tutoyer, je connais la plupart là, des panélistes, ça fait trop longtemps qu'on se connaît, donc c'est difficile pour moi d'aller autrement. Mais donc, Hugo, tu œuvres dans le milieu environnemental depuis fort longtemps. Tu as participé à plusieurs COP depuis 2004, je pense, que tu participes à des COP physiquement, virtuellement, même amener des étudiants dans les COP. On aimerait peut-être t'entendre sur ton expérience de cette participation-là de la société civile québécoise. Est-ce qu'il y a eu des moments clés qui sont importants à retenir? Puis, est-ce que tu as observé une transformation là, de cette mobilisation-là au fil du temps? Et de voir aussi peut-être en quoi certains éléments qui ont été peut-être mis de l'avant dans les COP ont peut-être pu aussi percoler au Québec. Oui, ben, merci beaucoup, Madame Chaloux, pour cette présentation. Bonjour à mes collègues panélistes et bonjour aux gens en ligne. En fait, la question, c'est davantage à travers l'œil que j'ai eu en suivant les COP, qu'est-ce que je peux en tirer, tu sais? Il y a toujours un péril dans cette approche-là expérientielle, c'est que c'est la vision que moi j'ai. Ça ne veut pas dire que c'est la vision que tout le monde aurait eue. Donc, je voudrais dire ça d'avance. Mais le fait de me poser cette question-là aujourd'hui m'a forcé à le théoriser un petit peu. Fait que je vous propose quand même une certaine vision de l'évolution de la participation d'une partie de la société civile québécoise, notamment les ONG, au COP. Et moi, je soupçonne ça en 3 périodes. Ce pas les mêmes périodes que celles que tu as amenées, René, mais c'est des périodes d'interaction avec les COP. Moi, j'arrive tardivement à la fin de la première période, qui est une période pionnière. Une période pionnière qui commence évidemment avec la première COP, qui est la COP 1, 1995, c'est à Berlin, tout ça, on prépare le protocole de Kyoto, 97. Le nombre de Canadiens non gouvernementaux qui se présentent à ces conférences-là se compte sur les doigts d'une main. Okay? Et un Québécois en particulier va marquer cette période-là. Il est aujourd'hui ministre fédéral de l'Environnement, là, Stephen Guilbeault. Il participera comme ONG, comme représentant d'Équiterre à la première COP en 95 et il va aller à peu près à toutes les autres après. Moi, j'arrive à la fin de cette période-là que je vais décrire quand même assez succinctement. Donc, la première COP, c'était en 2004, à la COP 10 à Buenos Aires. Les COP, Buenos Aires était considéré comme une COP importante avec beaucoup de monde dedans. Il y avait 7000 personnes. C'était une grosse COP. Aujourd'hui, c'est 100 000. À l'époque, c'est 7000. Les Québécois se comptent toujours sur le doigt d'une main. Le gouvernement du Québec est très peu présent au COP. Des fois, il va y avoir un fonctionnaire ou une fonctionnaire qui va se montrer le nez. Il est arrivé un petit peu avant, je pense que c'était la COP de Milan où le ministre québécois s'était présenté, mais c'était épisodique. Et les liens entre les gens qui représentaient la société civile québécoise de l'époque se faisaient pas avec le gouvernement du Québec, se faisaient avec le gouvernement fédéral. Parce qu'à l'époque, le gouvernement fédéral offrait des places sur la délégation officielle du Canada aux représentants d'ONG. Et c'est comme ça que je suis arrivé, moi, dans les COP, comme représentant d'Équiterre, avec une accréditation fédérale qui me donnait droit à lire les instructions diplomatiques des diplomates canadiens. C'est pour vous montrer à quel point c'était petit et c'était tissé serré.
l'anecdote que je peux vous donner, c'est qu'à Buenos Aires, donc, on est 3 représentants d'ONG canadiennes. Je suis le seul Québécois sur place. J'ai une collègue de l'Alberta, j'ai un collègue de l'Ontario et c'est tout. On fait partie de la délégation officielle canadienne, ce qui nous donne des accès vraiment très importants avec les négociatrices et les négociateurs canadiens, au point que on arrivait dans des séances de négociation formelles, on s'assoyait à côté de la négociatrice canadienne, on lui proposait des choses et quand elle était d'accord avec nous, elle allait les dire à la tribune des Nations unies. C'est comme ça que la première fois que le Canada a salué la proposition de l'Union européenne sur le 2 degrés, aujourd'hui c'est 1,5, mais ça vient d'une proposition européenne sur le 2 degrés, ça vient d'une intervention que nous avons faite à Buenos Aires, donc en 2010, pour vous montrer à quel point c'était poreux, c'était imbriqué. La deuxième période, je vais l'appeler la période face, à défaut d'avoir un autre meilleur terme, mais c'est une période face qui arrive dans un contexte qui a changé, qui rend la période face. D'abord, au Québec, on entre et on sort dans un débat pan-canadien qui porte sur oui ou non le Canada devrait-il ratifier le protocole de Kyoto. C'est une grande bataille qui oppose le gouvernement fédéral de Québec et le Manitoba contre l'Alberta et d'autres provinces pétrolières. Et finalement, le Canada va ratifier le protocole de Kyoto, mais ça va avoir un impact, cette controverse va avoir un impact important sur l'opinion publique qui va voir que hey, c'est excitant les changements climatiques, il se passe quelque chose. Le deuxième élément de contexte qui va vraiment mettre les changements climatiques sur la carte, c'est l'arrivée à Montréal en 2005 de la COP 11 à Montréal. Donc, une grande COP, une COP qui est encore très controversée parce que les États-Unis se sont retirés, n'ont pas voulu ratifier le protocole de Kyoto. Donc, tension diplomatique et attention médiatique très importante. Le gouvernement fédéral canadien, à cette époque-là, pour la COP 11 à Montréal, a investi des millions de dollars sur la société civile québécoise pour qu'on puisse diffuser et sensibiliser la population aux enjeux des changements climatiques. Ces millions de dollars-là ont laissé des traces jusqu'à aujourd'hui. On a une des sociétés, si ce n'est pas la société civile la plus mobilisée sur cette question-là en Amérique du Nord, à tout le moins. Couverture médiatique sans précédent. Le gouvernement du Québec, encore une fois, hein, parce que la question, c'est comment la société civile québécoise a eu un impact sur les politiques climatiques québécoises. Ben, à la COP, imaginez-vous qu'à la COP 11, le Québec s'est présenté sans plan d'action. Le Québec est arrivé les mains vides à la COP qui se déroulait chez eux. Et toujours encore, l'interface ne se faisait pas avec Québec. Les tensions étaient très, très fortes entre les ONG et Québec. Ça se passait avec le gouvernement fédéral. La particularité de cette période face-là, elle est composée de deux grands mouvements. D'abord, il y a eu une grande réconciliation entre le milieu environnemental québécois et le gouvernement du Québec à partir du moment où le gouvernement du Québec, en juin 2006, a accouché de son premier véritable plan d'action sur les changements climatiques. À cette époque-là, le milieu québécois s'est posé la question, est-ce qu'on met de l'emphase sur ce qui manque dans le plan ou on encourage le fait qu'on a un plan et qu'on peut travailler avec? Et une grande partie du mouvement a décidé d'appuyer le gouvernement du Québec dans son plan d'action, le mettre en œuvre et dire que c'était bon. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça un moment de grande réconciliation. Cette grande réconciliation a amené aussi une espèce de grande alliance entre une partie seulement du milieu environnemental, mais qui était à l'époque le plus influent, entre donc cette partie-là du mouvement environnemental et le gouvernement du Québec. Les termes de l'alliance sont assez clairs. Le gouvernement du Québec mettrait en œuvre son plan d'action, se fixerait des cibles de réduction ambitieuses et jouerait un rôle de leader sur la scène internationale. Les ONG, en contrepartie, reconnaîtraient et applaudiraient le leadership du Québec chaque fois que ce serait mérité dans les médias québécois, dans le reste du Canada, sur la scène internationale et notamment au COP. Donc, grande réconciliation, grande alliance. Je pense que
ce jeu-là est à l'origine d'une grande partie des grandes politiques climatiques que nous avons aujourd'hui. Sans ce jeu-là, on n'aurait pas ça aujourd'hui. Ou on aurait quelque chose d'autre. Mais l'Alliance a permis la création du marché du carbone Québec-Californie, ou en tout cas a assis les bases d'une acceptabilité sociale et d'une demande sociale par rapport au marché du carbone, les normes d'émissions pour les voitures, réinvestissement massif dans les transports en commun, l'électrification des transports. Et on peut dire que, hein, tu l'as mentionné tout à l'heure, René, mais la loi interdisant maintenant l'exploration, l'exploitation pétrolière et gazière est issue en fin de parcours, en fin de comète de cette espèce de grande alliance-là. Le cercle vicieux, c'est un beau lapsus, ce cercle vertueux s'est diffusé au COP où plus le gouvernement du Québec arrivait avec des choses au COP, plus il se faisait applaudir, et plus en revenant au Québec, ben, il y avait les coups des franges pour mettre en pratique des éléments de son plan d'action. On est actuellement dans une période beaucoup plus compliquée et beaucoup moins excitante. La grande période faste est finie. Là, okay? Paradoxalement, cette période-là, pour laquelle je n'ai pas trouvé de nom, coïncide paradoxalement avec la signature de l'accord de Paris, hein, qui est le plus grand succès diplomatique et environnemental depuis le sommet de Rio de 92. Moi, je pense qu'après l'euphorie de Paris, parce que c'est très euphorique, Paris, on est dans une période de désillusion envers les COP. Une désillusion d'une grande partie de la société civile mobilisée envers les COP. On a la montée d'un segment de plus en plus important du mouvement environnemental qui n'a pas embarqué dans l'idée de la grande réconciliation puis de la grande alliance. Puis à juste titre, d'ailleurs, ce mouvement-là trouve qu'on n'en fait pas assez ou qu'on fait carrément fausse route. Donc, il y a une cassure entre les deux périodes. C'est paradoxalement une période où la société civile québécoise élargie n'a jamais été aussi présente au COP. On n'a jamais autant envoyé de personnes au COP. Des jeunes, des étudiants, des chercheurs, des gens d'affaires, des institutions, des organisations. C'est très, très paradoxal, ça. Ça correspond aussi au virage économique du gouvernement actuel, hein, qui nous a sorti le plus épouvantable slogan de l'histoire climatique québécoise, là, moins de GES, plus de richesse. Hein? C'était sa façon à lui de s'approprier les changements climatiques. Ben, écoute, si ça a pris ça pour qu'il continue à jouer le jeu, ben, je vais avaler mon problème avec le slogan. Là. Bon. En tout cas, aujourd'hui, les COP sont devenues monstrueuses. On parle de 100 000 à la COP, 100 000 personnes à la COP 28 de Dubaï. Le gouvernement du Québec y mène des délégations d'affaires plus importantes en termes de nombre que ce qui peut amener à Davos chaque année au sommet économique mondial ou dans des grandes missions économiques. Et dans tout ce brouhaha-là, la voix des ONG québécoises se perd complètement dans le bruit de fond. Autant on avait à l'époque FAST une voix, puis on était écouté, autant aujourd'hui on est complètement perdu dans le bruit de fond. Je vous laisserai en disant que je pense que la période actuelle est une période de désarroi et de profond questionnement pour le milieu environnemental, notamment les ONG. On ne sait plus où on s'en va, qu'est-ce qu'on va faire là, si notre présence au COP sert à quelque chose, et si oui, ben, est-ce que ça fait une différence? La croisée des chemins, je pense que je finis là où on se trouve aujourd'hui, c'est par rapport au COP, c'est soit on continue de les investir et d'en tirer le maximum possible, ou soit on les délaisse pour concentrer nos énergies ailleurs, de d'autres façons, et peut-être de trouver d'autres enceintes aussi, où, comme société civile, on peut avoir plus d'impact. Mais on est vraiment une croisée de chemin. Là, cette période-là ne peut pas durer comme elle est pour l'instant. Je m'arrête là, mais c'est les idées que je voulais mettre sur la table en commençant. Occupé! Je peux pas venir! On t'entend. René, ton micro n'était pas fermé. C'est pas grave. Excusez-moi, et mon nom rentre chez nous, puis là, en tout cas. Pas de problème, pas de problème. Donc, Hugo, simplement, peut-être, tu as en partie répondu là, par ta conclusion, mais je te laisserai aussi juste sur un petit élément de réflexion que tu pourras continuer après si c'est pertinent, mais j'ai trouvé très intéressant le fait que tu soulignes que dans la première période, de ce que tu parles comme première période, bien, finalement, il y avait peu d'ONG, mais elles étaient influentes
dans les décisions, dans les processus. Et si c'était le cas au Canada, probablement que c'était aussi le cas ailleurs en Occident et partout dans le monde. Ma petite réflexion que j'aurais pour toi, c'est que est-ce que justement cette grandeur-là que les COP ont pris au fil du temps, ça nuit ou ça inhibe concrètement, complètement l'influence de la société civile? Est-ce que la société civile est toujours pertinente dans les COP? Je sais que c'est facile de dire oui, de dire non, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Fait que j'aimerais peut-être t'entendre sur ça tout à l'heure. Donc, merci Hugo pour cet élément-là. Et donc maintenant, j'en arrive à Maïsane. Donc, merci aussi d'être présente, Maïsane. En tant que responsable d'un volet qui est très important et qui a toujours été promu là, au Québec, c'est vraiment le volet jeunesse dans la lutte au changement climatique. Eh bien, j'aimerais peut-être t'entendre sur les principales stratégies, les principales actions de mobilisation que maintenant on observe là, du côté des jeunes pour rehausser l'ambition climatique des États. Merci beaucoup, Annie, pour la question et bonjour à toutes et à tous. Puis merci beaucoup au Dialogue du climat pour l'invitation. Je vais commencer par contextualiser un petit peu Logique. Logique, c'est les Offices Jeunesse internationaux du Québec. On est un organisme de soutien à la mobilité qui mobilise les jeunes québécois depuis plus de 55 ans pour des projets au Québec, au Canada et à l'international. Notre mission, c'est vraiment de soutenir le rayonnement des jeunes et le développement de leurs compétences. Et nos actions, elles s'adressent spécifiquement aux jeunes. Donc, dans tous nos projets, c'est vraiment les jeunes qu'on soutient. Et ça permet de savoir que les actions, elles ont un impact directement sur eux et sur leur cheminement. On s'adresse aussi à toutes les catégories de jeunes, autant les jeunes engagés, les étudiants, les professionnels, les entrepreneurs. L'idée, c'est vraiment en fait d'atteindre toutes les catégories de profils et de suivre le jeune dans un continuum de ses 18 ans à ses 35 ans. Et puis, aujourd'hui, on constate quelque chose de grand, c'est que on soutient tous les domaines d'expertise. Et puis, les projets en lien avec les changements climatiques, avec les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, systémiques, l'écologie, c'est vraiment des projets qu'on voit de plus en plus s'adresser à nous. C'est des projets qu'on soutient de plus en plus. On reçoit de plus en plus de candidatures. Donc, on voit clairement une accentuation de cet intérêt d'agir et une motivation de la part de la jeunesse pour rehausser l'ambition climatique. Personnellement, j'ai eu l'opportunité d'accompagner une délégation de 15 jeunes à la COP 16 à Cali. Et puis, cette expérience a vraiment été mémorable. J'ai été très, très marquée par la détermination de ces jeunes-là à s'investir pour la lutte au changement climatique. Et je pense que ça en vient à dire que l'élément mobilisateur de la jeunesse, c'est vraiment l'esprit de groupe et de cohésion. Donc, je pense que c'est ce qu'on observe, c'est que ensemble, ça permet de porter le message plus largement, ça permet de porter leur voix plus largement. Donc, des groupements de jeunes, c'est vraiment un moyen clé pour transmettre un message et puis avoir plus d'impact. Par exemple, ces événements climatiques on vient d'en parler, qui sont très, très gros, très complexes, très techniques, avec énormément d'acteurs. La présence de groupes de jeunes qui sont engagés, c'est vraiment ça encourage une dynamique collective, ça encourage l'entraide, ça encourage la transmission par les pairs. Et puis donc, du coup, ça fait en sorte que ça les motive encore plus à agir pour l'action collective. Et puis aussi, une autre caractéristique qui est très propre à la jeunesse d'aujourd'hui, je pense que c'est la transversalité des savoirs. Donc, c'est d'aller chercher les forces un peu de toutes les disciplines, de tous les horizons, d'aller chercher des compétences variées pour essayer de trouver les solutions qui sont les plus complémentaires. Les plus complètes en fait. Et puis d'ailleurs, quand on essaye dans la composition des délégations, dans la réflexion derrière les événements, on essaye vraiment de créer des délégations qui sont justement multidisciplinaires pour aller chercher ça. Je pense que le deuxième élément qui est fondamental, c'est la détermination des jeunes à s'impliquer et à apprendre. On est notre génération, on est né dans un contexte où est-ce que ces enjeux environnementaux, ils sont omniprésents. Ça fait partie, ces préoccupations, elles font partie intégrante de nos quotidiens et donc du coup, on est définitivement plus sensible à ces questions-là et donc peut-être qu'on s'y intéresse beaucoup plus. Donc ça pousse à la volonté de s'impliquer davantage et puis donc ça, il y a une recherche d'avoir de l'impact dans le quotidien si on veut. Puis ça mène définitivement à une grande force qui est l'esprit d'initiative. Donc, il y a tellement de mouvements jeunesse, d'associations, d'initiatives, de plaidoyer, des groupes de discussion qui sont mis en place par la jeunesse pour ces enjeux-là. Et puis aussi, on peut dire que le temps a vraiment démontré que le terrain
c'est un espace pour promouvoir ces nouvelles initiatives. C'est vraiment générateur d'opportunités pour les jeunes. C'est un espace qui leur permet de s'exprimer. Donc, par exemple, à la COP 21 à Paris, nos homologues français, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, ils ont regroupé une délégation de 50 jeunes francophones, incluant 15 Québécois. Et de cette délégation a été créé le mouvement de la jeunesse pour l'eau et le climat. Et puis, il y a eu la publication d'un livre blanc, Un pari pour l'eau, qui démontre définitivement la motivation des jeunes. Aussi, juste à la COP 16, il y a eu beaucoup d'échanges entre les représentants gouvernementaux puis la délégation jeunesse. Et puis, en parallèle a été présenté le plan Nature 2030. Et puis, les représentants ont demandé aux jeunes, est-ce que vous avez des recommandations pour mieux vous impliquer, mieux impliquer les jeunes dans la mise en œuvre du plan Nature? Et tout de suite, les jeunes se sont concertés, les jeunes ont mis en commun leurs idées, puis on a émergé un document qui a été envoyé au ministère de l'Environnement juste après. Donc, c'est ça. Je pense qu'en termes de mobilisation de la jeunesse, il y a vraiment cet effet boule de neige où est-ce que les jeunes s'influencent, un groupement de jeunes, ils s'influencent entre eux, ça donne envie d'apprendre plus, de s'impliquer davantage, puis ça crée des initiatives, puis c'est ça la source de leur mobilisation. Merci, Maïsan. Vraiment intéressant. Peut-être une petite question, justement, un peu comme j'ai fait. Là, je vous fais improviser, groupe, parce que je trouvais que les questions étaient quand même drôlement pertinentes par rapport à tout ça. Mais ma question relève peut-être sur l'aspect d'éco-anxiété, parce que nous, comme professeurs, comme chercheurs, René, Hugo et moi, on a vraiment observé aussi un accroissement dans les dernières années, là, substantiel de l'éco-fiscalité, de l'éco-anxiété, pardonnez-moi pour le mauvais choix de mots. Et en fait, une des raisons, c'était cette impression justement qu'on n'y peut rien. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on entend, vous parlez beaucoup du fait que c'est générateur d'opportunités. Donc, par l'action, on vainc l'éco-anxiété. J'aimerais peut-être vous entendre sur est-ce que ça, vous l'avez vu, vous avez pu observer cet élément-là? Parce que nous, quand on sortait de COP, on devait faire pratiquement des fois des ateliers pour aider nos étudiants qui devenaient mormons-dépressifs là, à voir à quel point c'était lent à agir. Donc, j'aimerais peut-être avoir cette perspective-là ensuite. Je permettrais peut-être à ce moment-là de refaire le même tour, là, René, avec la question que j'avais, Hugo et Maïsan. Puis par la suite, là, je pourrais arriver avec les questions, si ça vous convient. Oui, tout le monde? Super. Donc, René, je ne sais pas si tu as eu le temps de réfléchir à ma question. Oui, j'ai eu le temps. D'abord, je m'excuse pour le cri de mort, là. Un peu malaisant. Donc, oui, en fait, c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est un peu au cœur de mes réflexions en ce moment. On a reproché au mouvement. Bon, moi, je travaille beaucoup sur le mouvement de la transition écologique depuis plusieurs années. Donc, c'est sûr que ça teinte ma vision des choses, ça teinte ma vision du mouvement écologiste et environnemental de façon générale. Cela dit, je trouve que quelque chose d'assez prometteur qui est en train de se passer, c'est vraiment ce qui s'organise au niveau local dans les communautés en transition, les quartiers en transition, plein d'organisations qui ne portent pas toujours ce titre-là, mais qui agissent dans la même perspective, les collectivités zen, le mouvement Demain, le Québec. Vous voyez, là, tout ça, c'est une sorte de méthode de transformation axée sur l'expérimentation, le visionnement, développer des récits du changement, tout ça. Moi, je trouve ça hyper encourageant. Mais tu as raison, et la critique qu'on fait souvent à ces mouvements-là, c'est une critique d'apolitisme. C'est que finalement, c'est comme si on finissait par se détourner de la lutte en investissant toutes nos énergies dans la construction d'un autre monde, si on veut. Alors, c'est paradoxal parce qu'on a besoin de le faire, mais de la manière dont on va dire, l'autre vision dominante de la transition présentement nous est présentée, qui repose beaucoup sur des substitutions technologiques comme la voiture électrique notamment, ben, ça va générer de l'extractivisme, ça va générer beaucoup d'activités industrielles qui, on peut se demander des fois si ce n'est pas un déplacement d'impact. Hein, on va réduire les émissions des voitures, mais à quelque part, on va générer de nouvelles pollutions, de nouveaux problèmes. Donc, il faut, à tout le moins, je pense, comme mouvement écologiste, se pencher là-dessus et puis
être capable bon, quand une usine vient s'installer dans un milieu naturel ou des choses comme ça, il faut que le mouvement puisse aussi y répondre, se repolitiser, c'est-à-dire nommer les conflits, des fois nommer un adversaire. Alors, c'est des choses, parler des contradictions. Alors, c'est le défi, d'après moi, c'est le défi du mouvement de la transition écologique. Donc, je pense que ton commentaire ou ta réflexion est assez juste là-dessus. Effectivement, il y a eu ce déplacement, puis là, on a l'impression qu'il y a une autre vague d'extractivisme qui s'en vient, puis ça ne sera pas les énergies fossiles, ça risque d'être les mines. Et là, comment le mouvement va réagir à ça? C'est intéressant parce que je me souviens d'entretiens que j'ai faits avec des leaders des grandes ONG québécoises autour des années 2012, 13, 14. Et à l'époque, on est en train de fonder l'Alliance Switch, là, que vous connaissez peut-être, donc pour l'économie verte. Et une des motivations du mouvement environnemental à ce moment-là pour entrer dans une alliance comme ça, c'était d'essayer de détourner l'attention des grands projets extractivistes, puis d'être capable de dire on est pour quelque chose. Puis là, ben, ce qui était l'idée, c'était pour le développement d'une économie verte. Puis le monde des affaires, il trouvait son compte à travers disons, une relance du secteur manufacturier. Puis le monde environnemental, il trouvait son compte parce que ça nous, comment dire, ça arrêtait un peu l'emphase qu'on mettait toujours sur l'extraction des ressources. On sortait du plan Nord, on était dans la lutte contre les hydrocarbures. Donc, il y avait cette espèce d'idée d'essayer d'amener ça ailleurs. Mais là, il y a un retour en force, je pense, de l'extractivisme, puis pas seulement au Québec, hein, c'est partout dans le monde, là. Mais je pense que c'est le défi, effectivement, là, du mouvement de la transition. Peut-être que je ne parle pas beaucoup de climat ici, mais des fois, j'ai l'impression que parler seulement de changement climatique, ça nous met des œillères sur les déplacements d'impact et puis sur la complexité des problèmes qu'on vit actuellement au niveau global. Bien, merci, René. Non, au contraire, je trouve que c'est drôlement pertinent, puis ça remet les choses en perspective aussi, là. Donc, merci pour cette réflexion-là. Hugo, je me permettrais peut-être de te poser donc cette question-là que je t'avais posée sur cette grandeur de la participation de la société civile, des COP. Si tu souhaites aussi, tu peux peut-être répondre à René. Là, je voyais que tu opinais du bonnet, donc n'hésite surtout pas. Mais donc, je te laisse à ces deux questions. Peux-tu les rappeler, les questions que tu nous as posées? Donc, celle que j'avais posée donc, à René concernait la question sur la vision du mouvement là, qui était très souvent basée sur l'extractivisme là, au départ, puis que je me posais la question, en fait, sur que la transformation du mouvement, dans quelle mesure cette transformation-là va générer des impacts aussi concrets, transformationnels, parce qu'ils peuvent être aussi considérés par une majorité comme étant plus diffus par le fait même. Là, quand j'ai bien aimé cette vision-là que tu exposais, René, sur ça. Et l'autre volet, ben, c'était sur la question du nombre. Hein? Les COP sont toujours plus nombreuses, on a toujours de plus en plus de gens, donc on parle beaucoup de dilution, mais là, on avait tu avais mentionné un impact concret là, quand la COP était très petite versus aujourd'hui, fait que j'aimerais t'entendre aussi sur ce volet-là. Ouais. Peut-être que j'ai été trop fort en disant que la voix des ONG se perd aujourd'hui dans le bruit de fond. Je pense que si j'y réfléchissais encore un peu, je nuancerais. Le milieu environnemental québécois et canadien, c'est beaucoup plus sophistiqué aujourd'hui qu'il était à l'époque pionnière, évidemment, puis à l'époque FAS. Il y a des grandes organisations comme CANRAC, le Réseau Action Climat Canada, qui, en fait, a en son sein des négociatrices, des négociateurs sur les différents sujets de négociation et talonnent les différents paliers de gouvernement pour qu'ils soient à la hauteur des enjeux. Donc, il y a encore évidemment des passerelles puis de l'influence que la société civile canadienne et québécoise peuvent avoir sur les gouvernements, mais ça ressemble plus à du lobby aujourd'hui qu'à de la connivence dans le bon sens du terme, c'est-à-dire je connais la négociatrice, je vais aller lui parler, qui était plus la marque de commerce de la période FAF et de la période pionnière. Je dirais aussi, puis ça rejoint ce que Maïsan disait, aujourd'hui, on a des grandes délégations de société civile morcelées. Hein. Il y a des jeunes qui y vont comme jeunes en tant que jeunes, il y a des ONG qui y vont en tant qu'ONG, des gens d'affaires qui y vont en tant que gens d'affaires. Et
les gouvernements canadiens et québécois ont créé des passerelles de discussion durant les COP. Donc, on rencontre les ministres, on rencontre les négociatrices et les négociateurs, et il y a des messages qui peuvent se passer à ce moment-là. Donc, c'est pas tout à fait du lobby, c'est pas tout à fait de la connivence, c'est plutôt on te dit ce qu'on veut. Okay? Au moins, ils peuvent pas dire qu'ils ne l'ont pas entendu. Mais grosso modo, puis je m'arrête là, c'est que j'ai l'impression que l'influence des ONG est moins grande aujourd'hui qu'elle l'était avant. Parce que justement, il y a un essoufflement, parce qu'il y a une démesure, et parce que, particulièrement au Québec, là, beaucoup passent par l'économique, pas complètement, mais beaucoup passent par l'économique, ce qui vient diluer la voix des ONG qui arrivent avec des... Puis là, je veux faire un clin d'œil à René, j'arrêtais pas de hocher de la tête parce que je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qu'il amène, mais les ONG arrivent aujourd'hui avec une vision transformatrice de la société qui n'est pas du tout la vision qu'on avait dans la période FAST. La période FAST, c'est une période de changement incrémental. On va changer une voiture à essence pour un changement pour une voiture électrique. La société civile aujourd'hui, elle apporte des idées transformationnelles. Et ça, ces idées-là, elles n'ont pas l'écoute nécessaire encore au niveau des pouvoirs publics fédéraux et provinciaux pour que ça change quelque chose au COP et que ça change quelque chose sur le territoire québécois. Merci, Hugo. Puis, en fait, ce que vous deux, vous avez mis, pour moi, ça me met vraiment, on dirait que je suis tout le temps dans ce foisonnement d'idées, mais ça peut nous permettre de réfléchir à ces comparaisons qu'on pourrait faire sur la mobilisation de la société civile, par exemple, dans les COP biodiversité, qui sont encore beaucoup plus à échelle humaine, avec ce que Vincent nous a donné comme expérience à Cali. Ça nous permet de voir quand même, puis d'apprécier comment on peut se mobiliser différemment et l'impact différencié que ça peut avoir quand on est dans plus grande nature, si on parle des dernières grandes COP, à des COP qui sont peut-être plus sectorielles, qui nécessitent aussi peut-être une expertise un peu plus accrue parce que les questions de biodiversité, c'est aussi fort complexe en soi. Donc, c'est quand même des effets. Là, je sais qu'il y a des anciens étudiants ou des étudiants actuellement le maîtrise au doctorat, fait que ça peut être des questions de recherche extrêmement intéressantes à réfléchir en tout ça. Et là, je te laisserai la parole, Maïsane, sur ma question là, sur le volet éco-anxiété et aussi le fait que par l'action, ce qu'on a pu voir, c'est que ça peut être aussi générateur d'opportunités puis de vision qu'on peut un peu changer les choses. Suite à peut-être à votre réponse, j'ouvrirai là, donc la période de questions. Donc, n'hésitez pas, là, vous, du public, à poser des questions dans le chat. Je vais lui répondre. Et de toute façon, moi, j'ai une série de questions. Hein, on pourrait faire un séminaire de 3 heures seulement sur cette discussion-là. Donc, je vais être très heureuse de pouvoir acheminer vos questions. Donc, je te laisse la parole, Maïssa. Oui, l'éco-anxiété, c'est un phénomène qui est très, très croissant. C'est très présent au sein de la jeunesse. Et justement, il y a un atelier qui a été organisé dans le pavillon jeunesse sur l'éco-anxiété pendant la COP, qui a été animé par un jeune de la délégation québécoise, mais où est-ce qu'il y avait une présence de jeunes internationaux à cet atelier-là. Puis ce qui en est ressorti, c'est que c'est des émotions qui sont valides, que beaucoup de jeunes vivent et qu'ils le partagent mutuellement si on veut. Et donc, du coup, justement, en termes d'action, il y a un besoin de créer des espaces, justement, d'échange entre eux parce que cet atelier, par exemple, leur a permis de chacun s'exprimer, de faire partager leurs ressentis, puis d'essayer de trouver des alternatives ou des solutions pour justement essayer de transformer cette pensée, si on veut, en action. Donc autant créer des espaces, mais je pense qu'aussi, il y a un besoin d'avoir un réseau jeunesse plus fort, donc un réseau de partage, un réseau d'entraide. Donc je pense qu'il y a vraiment, il y a vraiment un intérêt en fait à développer ce réseau puis faire plus de mise en commun pour que chacun puisse s'exprimer, mais rendre justement cette anxiété en positionnement, de trouver des solutions. Puis j'ai parlé de cohésion plus tôt, justement, c'est ça qui va leur permettre finalement d'agir et c'est ça qui crée en fait leur détermination à essayer de changer les choses, justement. Merci, Maïsane. Je trouve ça drôlement intéressant, en effet, parce que actuellement, on passe beaucoup par les médias sociaux pour s'exprimer sur certains volets. Et en fait, ce que ça nous dit, c'est que
on ne peut plus simplement penser, réseauter sur des questions de cette ampleur-là seulement à travers le virtuel. Tu sais, ça revient à cette logique et à l'importance de créer des véritables réseaux. Et là, ben, Cali a été peut-être une occasion pour ces jeunes-là de réseauter pour vrai et de comprendre pour vrai comment on peut vivre ces situations-là, comment on peut y remédier, puis quelles actions on peut porter. Donc, merci, c'est fort intéressant. Donc, on a déjà une première question de François Blais. Je vous cède la parole, François. On va vous laisser ouvrir votre micro. Normalement, François, vous pouvez déjà ouvrir votre micro. Vous avez juste à cliquer dessus, là, puis on va vous entendre. Bon, OK, je pense, voilà, j'ai vu. Fait que j'imagine que vous m'entendez maintenant. Oui. Oui, bon, parfait. Bon, pour ma question, ben, c'est plutôt un commentaire, mais dans le passé, ben, historiquement, les groupes écologistes avaient dans la mire des entreprises polluantes. Fait que ça ne touchait pas nécessairement monsieur, madame, tout le monde. C'était pas eux autres qui étaient visés, là. Aujourd'hui, notre mode de vie est visé et certains citoyens se sentent attaqués, notamment en étant fortement attachés à leurs gros véhicules à combustion. Ils n'aiment pas je mets ça entre guillemets, les écolos-bobos. Ouais, il peut y avoir d'autres surnoms qui donnent, là. Plusieurs se trouvent des raisons pour ne pas voir nos impacts sur les changements climatiques. Je veux dire, notre mode de vie qui influence les changements climatiques. Ils ne prennent pas conscience que les écolos veulent finalement leur bien. Ils ne savent pas que les écologistes ont gagné des batailles dans le passé dont ils bénéficient aujourd'hui. Par exemple, considérant les plus acides, s'il n'y avait pas eu ces batailles, la pêche à la truite ne serait plus possible aujourd'hui dans de nombreux lacs. Les lacs devenaient acides dans le temps, là. Puis la tradition des cabanes à sucre serait compromise parce que les érables étaient affectés à ce qu'on pense par les plus acides, là. Puis Sudbury, dans le temps, ben, il y avait une allure lunaire parce qu'il y avait quand même une mine là-bas qui dégageait beaucoup de soufre et puis que ça attaquait le paysage dans le coin. Il n'y avait quasiment plus rien qui poussait à Sudbury. Puis maintenant, ça a été comme tout remis en place. Fait que c'était un commentaire, mais s'il y a du monde qui veut commenter mon commentaire, ben vous êtes les bienvenus. Merci, François. Moi, j'ai une tentative de réponse, mais j'aimerais peut-être vous entendre avant, si vous avez... Non, oui. En fait, François, je trouve le commentaire intéressant, mais je me permettrais peut-être de commenter votre commentaire en y allant à l'inverse. Il y a aussi un gros enjeu dans le mouvement militant, et là, vous pourrez me dire, chers collègues, si vous êtes d'accord ou pas avec mon énoncé, mais il y a aussi, dans les 15 dernières années, eu tendance à ce il y a un certain repli parfois du mouvement environnemental. Quand on ne l'avait pas plus blanc que neige, on n'avait plus droit de citer, on n'avait plus droit de parole, ça devenait difficile si on n'était pas... 100% écolo, vegan, etc. Il y avait aussi ce jugement-là qui faisait en sorte de créer des malaises aussi chez les citoyens en se disant que si je ne suis pas parfait, ben dans le fond, ça génère aussi une opposition par rapport au milieu. Donc, autant que je pense, puis je suis très, très d'accord avec ce que vous dites en disant, il y a toute la mouvance de dire, ben moi, je ne veux pas changer mon mode de vie, mais aussi le fait d'avoir un discours qui est très, très radical, qui fait en sorte que des gens qui seraient prêts à faire certains changements, ils ont cette impression qu'ils ne seront jamais à la hauteur d'eux. Et ça rend aussi le débat et la discussion difficile. Je vous dirais que en ce moment, la pandémie, elle a quand même joué à ouvrir un peu cet espace-là, mais pendant quand même une certaine période, c'était un discours qui était très dur. Et il y a certains groupes environnementaux qui, eux, ont tenté de jouer, là, justement, à l'intérieur de ça, tenter d'atténuer ces tensions-là, mais reste que ces tensions-là étaient quand même réelles dans ce dialogue-là là, de la société civile, et là, quand je parle de monsieur, madame, tout le monde, je sais que Hugo, c'est pas le terme que tu aimes qu'on emploie, mais et certains groupes militants, par exemple. Hugo, est-ce que toi, tu voulais intervenir? Non? Oui? Vas-y, je te laisse la parole. Je suis dans le baromètre de l'action climatique au Québec, là, qui est produit par l'Université Laval. D'abord, je reconnais ce que vous dites, M. Blais. Il y a des gens qui décrochent du discours écolo. Puis ça, je ne suis pas là pour le remettre en question. Mais dans les
les outils qu'on a pour appréhender un peu où en est rendue la société civile québécoise ou les différents segments de la société civile québécoise, on voit la montée effectivement d'un sentiment de fatigue. Hein. On le voit dans le baromètre, il y a un climato-scepticisme qui prend un peu plus de place, mais on est autour de 25-30 de la population. Tu sais. Par contre, on n'a jamais eu un taux de réponse aussi important à la question, est-ce que les changements climatiques sont une menace grave et il faut y faire face en toute urgence? Le baromètre nous dit que 86 des Québécois ont répondu oui à cette question-là l'an passé. On verra cette année. Là. Et au niveau des gestes, les Québécois ont dit aux sondeurs du baromètre qu'ils ont, depuis 5 ans, posé des gestes fondamentaux au niveau de la consommation d'énergie à la maison, minimisation du gaspillage alimentaire, 84 des gens disent qui ont posé des gestes là-dessus, 75 disent avoir diminué la consommation d'énergie à la maison, privilégier les produits locaux, 62 disent oui, recycler 94, privilégier des produits réutilisables plutôt que jetables, 74. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous vertueux et ils font tout ça, là. C'est juste que le discours de faire quelque chose, faire sa part, là, même s'il y a des gens qui en peuvent plus, la grande majorité, eux autres, ils sont là-dedans. Il faut faire attention comme communicateur, comme communicatrice, de ne pas prendre la minorité comme étant la majorité. La majorité, elle embarque encore dans le discours. Merci, Hugo. C'est une belle perspective. Oui, René, je te laisse la parole. Oui, ben c'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs choses là, qu'on pourrait dire dans ce qui vient d'être dit. D'abord, effectivement, il ne faut pas prendre une minorité pour une majorité, mais on entend énormément la minorité présentement pour des raisons politiques, des raisons aussi d'accentuation des tensions dans la société. Puis dans le fond, c'est les impacts des changements climatiques. On l'avait prévu, ça, cette espèce d'augmentation des tensions due au fait de toutes sortes de conséquences de la crise environnementale de façon générale sur l'économie. Il faut se réorienter, etc. Il faut créer des jobs. Puis, on n'est pas capable de sortir d'une vision du monde, qu'on pourrait quasiment dire une ontologie, mais je ne voudrais pas aller trop loin. Juste l'idée là, qu'il faut continuer la croissance à tout prix. Ça nous empêche d'imaginer une autre société. Et ça, moi, je trouve ça hyper inquiétant. Je veux dire, on fait des gestes, effectivement. Je pense qu'il y a quand même quelques changements qui sont un peu on va dire, du domaine culturel. Hein. Notre culture est en train d'évoluer vers autre chose. Il y a des tensions, c'est pas monolithique. Mais en même temps, voilà, je pense qu'il faudrait se donner beaucoup plus d'espace pour imaginer le futur. Parce que là, là, c'est l'inflation au mois par mois, c'est les échéances électorales. On pense jamais le futur, finalement. Alors, le futur, il est pensé pour nous dans l'imaginaire collectif, à travers le cinéma, à travers toutes sortes de choses comme ça qui, on s'entend, sont faites pour vendre. Et donc, bon, c'est ça, moi, je pense que le mouvement de la transition écologique met de l'avant l'idée qu'il faut visionner visionner le futur. Je pense qu'il faudrait le faire à l'échelle de la société québécoise au complet, là, parce qu'on manque d'imagination présentement. J'avais gardé cette phrase-là pour la finale du panel, mais Pierre Dansereau disait « Nos faillites sont des faillites de l'imagination ». Donc, je trouve que ça a encore une résonance, cette phrase-là, aujourd'hui, puis ça touche ces enjeux culturels là, qui sont évoqués de manière générale depuis quelques minutes. Fait que la solution, René, c'est faisons des états généraux sur la transition. Hein? Ça sera faisons un DAP sur la transition, faisons des états généraux, faisons une grande messe, là, comme on a fait en 96 pour les enjeux socio-économiques. Donc, s'il y a des gens du gouvernement qui nous écoutent aujourd'hui, ben, prenez ça en note. C'est un très beau projet. Vous aurez l'appui de beaucoup, beaucoup d'acteurs, je crois, pour ce genre d'événement. Je me permettrais peut-être une dernière question de Marie Jouan qui pose la question, en fait, et c'est une suite, je pense, à vos discussions que l'on a toutes et tous depuis tout à l'heure, qui est finalement, ben, où se trouve le pouvoir de la société civile pour transformer la société? Où doit-on influencer? Qui doit-on influencer? Hugo, tu ne veux pas répondre. C'est la mauvaise question. Comment ça? C'est la question d'une posture de dire nous et eux. Comment influencer les décideurs?
Hein? C'est vraiment une dichotomie. Nous, ne, nous. Quand on pose une question comme ça, j'ai rien contre toi, Marie, là, c'est correct, là, mais on est tous quand même. Mais quand on pose cette question-là, c'est qu'on ne se voit pas comme des décideurs. La charnière, là, tu l'as amené, René, c'est les pratiques préfiguratives sur le terrain, là, hein, l'expérimentation, elle doit aller être portée dans les lieux de décision, puis elle va aller être portée dans les lieux de décision par les gens qui pratiquent ces pratiques préfiguratives-là plutôt que d'attendre que des gens plus âgés, plus conservateurs, qui sont pas là-dedans, voient la lumière et décident d'embarquer. La société civile va avoir de l'influence quand elle va le prendre les leviers de commande, puis il va arrêter de bouder le politique. Est-ce que Maïsan, oui, vas-y. Oui, absolument. Hugo, tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que les COP, c'est une passerelle de discussion entre ces représentants, puis les ONG, la société civile. Mais je pense qu'il y a un grand besoin de continuum, il y a un besoin du avant, du pendant et du après, que la société civile soit impliquée en fait dans tout le processus, avant que ce soit au niveau de la vulgarisation, au niveau de l'accès à l'information, au niveau de l'accès à l'information sur ces occasions de participation. Le pendant, il faut les inclure, il faut inclure leur voix, mais il y a aussi le après, l'importance de continuer à nourrir ces questionnements, l'importance qu'il y ait un lien institutionnel qui se maintienne justement pour que le point de vue, leur perspective soit vraiment instaurée dans tout le processus décisionnel et dans chaque étape. Merci, Maïsan. René? Non? Absolument, parfait. En fait, je vois que le temps file. Je vous proposerais à toutes et tous, si vous avez une phrase ou deux de conclusion, en somme, qu'est-ce qu'on peut dire, réfléchir sur cette discussion-là du rôle de la société civile dans les politiques climatiques, mais donc à la fois à l'international, mais aussi au niveau local. Qu'est-ce qui, si vous aviez quelque chose à nous dire, puis peut-être à la suite de la question de Marie, je pense que ça peut quand même être intéressant. On parlait de vision, on parlait d'éviter l'opposition. Donc, quelle serait cette vision-là du rôle de la société civile? Vas-y, René. Merci. Ça fait plusieurs des interventions qui, je trouve, soulignent un aspect sur lequel j'insiste souvent, c'est l'idée des relations. Moi, je suis un sociologue, donc sociologue, ça a comme unité d'analyse de base, si on veut, les relations sociales. Et pour nous, les relations sociales, c'est ce qui constitue la société. C'est ce qui constitue les institutions, les grandes structures, mais aussi les interactions, les normes informelles. Donc, c'est vraiment au cœur à la fois de la stabilité de la société, mais aussi de sa transformation. Alors, pour moi, on parle du mouvement écologiste qui, des fois, est trop puriste peut-être, mais en fait, le mouvement écologiste, c'est pas un bloc monolithique, c'est plein de tendances différentes. On se pose la question, quel impact la société civile sur les négociations climatiques et vice-versa? En fait, moi, mon souvenir des COP, j'en ai fait 4. C'est pas mal là aussi que j'ai rencontré Annie et Hugo. Et les COP, pour moi, c'était un moment de mise en relation. C'était un moment où les groupes, les ONG, les individus, les chercheurs aussi, les étudiants et le mouvement jeunesse qui est toujours présent, venaient dans le fond se rencontrer, même si on habite dans la même province. Et après, on rencontrait aussi les négociateurs, on rencontrait les politiciens. Hugo a donné l'exemple du gouvernement du Québec qui est de plus en plus présent puis qui organise son 5 à 7 ou son petit party à un certain moment. Des relations se nouent de toutes sortes de façons. Et, et c'est en fait comme ça, je pense, qu'on arrive à transformer la société. C'est en multipliant les relations, en essayant de leur donner des directions différentes, en essayant d'y amener des idées différentes. Mais ce qui est certain, c'est que ça peut pas, on ne peut pas continuer dans un cloisonnement. Justement, un peu ce que Hugo disait aussi, là, entre les décideurs et le monde des affaires et la société civile. En réalité, on est tous des personnes qui communiquons et qui construisent la société ou même qui reproduisent la société à travers des relations sociales qui sont difficiles à changer. On peut parler de verrouillage bien souvent,
Mais n'empêche que c'est par là c'est par là qu'on va pouvoir s'organiser, puis peut-être changer les mentalités, les cultures et tout ça. Moi, je trouve que c'est une piste de départ, en tout cas, de changer un peu on va dire, le cadrage, là, et de parler de mise en relation. Des fois, on dit le mot réseau, mais je trouve que j'aime mieux, j'aime mieux les relations. Parce que quand on est dans une relation, tous les pôles se transforment en même temps. Justement, on va dire relationnel. Donc, si on prend un exemple juste de deux personnes, ben, les deux personnes s'interdéfinissent. Hein? Alors, si on crée un mouvement qui est en relation avec plusieurs acteurs et tout ça, avec le temps, on finit par créer de nouvelles identités, on finit par se définir autrement. Et je pense que c'est la clé souvent de passer par justement les imaginaires, la façon de se voir, la façon de se concevoir. C'est une des façons, en tout cas, je pense que c'est une des approches qu'on devrait peut-être explorer davantage. Cela dit, je ne suis pas non plus, on va dire, sourd aux approches un petit peu plus radicales qui veulent la confrontation, parce que je pense que ça aussi, c'est une forme de relation. Merci beaucoup, René. Maïsan? Oui, ben, j'aime beaucoup l'idée de René sur les relations pardon, sociales. Je pense que c'est vraiment le plus important, les interactions sociales. Il faut des espaces de discussion, il faut des espaces d'échange, il faut ça pour de la co-construction. Et je pense que le plus important, c'est d'avoir toutes les perspectives. Et puis c'est comme ça que ça va devenir, que les solutions seront plus complémentaires et que ça va aboutir à des vrais changements systémiques. Donc oui, définitivement, je pense que c'est de créer ces opportunités-là de relations sociales, c'est un grand besoin pour un réel changement. Merci beaucoup. Hugo? Je ne peux pas ajouter ben de valeur ajoutée à ce que vous venez de dire, René et Maïsane. Simplement pour dire qu'au sein du milieu environnemental à l'heure actuelle, puis peut-être que ça a été le cas de toutes les générations, mais il y a quand même au niveau des jeunes militants et des plus vieux militants une coupure. Il n'y a pas de dialogue entre les deux. Et hein, vos appels à multiplier les relations et le dialogue social devraient intervenir aussi au sein du milieu environnemental. Merci, Hugo. J'aurais continué encore très longtemps. Je vous remercie très sincèrement pour votre présentation à vous trois. Merci tout le monde du public qui a assisté à cet événement aujourd'hui. Si vous souhaitez écouter les événements présents ou passés, vous pouvez y avoir accès là, directement sur la page sur YouTube. Il y a aussi un événement qui va avoir lieu lundi, donc pour clôturer les événements des dialogues pour le climat, l'édition 2024. Donc, vous pouvez aller sur le site web pour y avoir accès. Si vous souhaitez également en savoir plus là, sur tout ce qui se fait au niveau de la recherche en changement climatique, on produit là, depuis, on rentre dans notre 7e année, là, le Climatoscope, qui est une revue de transfert et de vulgarisation scientifique sur les changements climatiques. Donc, n'hésitez pas à les consulter. C'est des experts de partout au Québec, dans la francophonie, qui publient chaque année des articles sur la question. Donc, au plaisir de vous revoir, de pouvoir discuter avec vous et à la prochaine. Merci.